C'est qui Longoria? Voilà une bonne manière d'attaquer cette émission. C'est le feuilleton de la semaine. Pablo Longoria, président de l'OM, puisque visiblement certains intervenants de notre championnat ne le connaissent pas, se fait des amis dans le football français avec sa déclaration à El País cette semaine. En France, il n'y a pas un modèle de jeu établi. Objectivement, si on analyse le marché global, c'est l'un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs. Les entraîneurs français ne vendent pas d'idées collectives. Levée de bouclier, Domenech, Genesio, Hubert Fournier hier et aujourd'hui, Antoine Kombouaré, Fred Antonetti et Rudy Garcia. On les écoute. C'est qui Pablo Longoria? Le président de l'OM. Ah voilà, ok. Ouais. Ouais. C'est bien. Et depuis quand il est président? C'est récent, début de semaine. Est-ce que vous discutez avec des gens comme ça? Moi, je ne discute pas avec des gens comme ça. C'est des gens c'est le nouveau football, des gens qui arrivent là, des météorites qui font tous les ans changent de club. Je peux dire qu'une chose, je sais comment va finir l'histoire. Ça, je peux le dire. Par expérience, je sais comment va finir l'histoire à Marseille. Je peux lui écrire s'il veut. Je peux pas être d'accord avec ce qu'il a dit. Je vais pas perdre mon temps. Voilà donc quelques réactions suscitées par les propos de Pablo Longoria. Les coachs français attaquent Longoria. Est-ce que le football français est au final juste susceptible? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, duel. Pour Eric Bilderman, oui, le football français est juste susceptible. Non, pour Djibril Cissé. Allez, Eric Bilderman, vous pouvez débuter ce duel. Oui, je crois que c'est pas parce que Longoria n'a pas un pédigré qui justifie aux yeux des entraîneurs que sa parole soit valide qu'il ne faut pas l'écouter. Effectivement, les entraîneurs français sont peu bankable à l'étranger. Alors vous allez me dire Zidane, vous allez me dire Wenger, Gérard Houllier, mais malheureusement, il y a beaucoup de consanguinité dans les entraîneurs français, où quand vous êtes à Nantes, eh bien vous allez à Bordeaux, puis quand vous êtes à Bordeaux, vous allez à Nice, ça tourne en rond. Et il y a un autre problème, et qui est un problème pour moi essentiel, c'est que beaucoup d'entraîneurs français parlent très peu l'anglais. J'écoute Cissé. Non, moi je suis pas d'accord, je trouve que il y a eu des grands entraîneurs français qui ont bien fonctionné, ceux qui viennent d'être cités. Après, moi j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui a si peu d'expérience dans le football en tant que président, même si c'est le président de mon club de cœur. Et j'arrive à comprendre que les entraîneurs français ne soient pas contents et ne soient pas d'accord avec lui, parce que pour moi, il y a des grands entraîneurs français et il y en a un qui est champion du monde, entre autres. Didier Deschamps, champion du monde, et Zinedine Zidane, vainqueur de nombreuses reprises de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Vous pouvez voter évidemment, les téléspectateurs de l'Équipe du Soir, sur le compte Twitter de l'Équipe du Soir, réagir à cette émission #EDS. Le président Hervé Penaud va trancher ce duel. On a un peu évoqué déjà les sujets hier. Non, mais voilà. C'était intéressant, mais je pencherai quand même largement du côté de Djibril. C'est étonnant. Parce que, oui, non, c'est même très logique. Parce qu'à un moment, quand quelqu'un vient et vous sort la Kalachnikov, vous détruit, il est logique quand même que les entraîneurs répondent. Et d'autant plus qu'il y a un côté un peu irritant dans cette sortie-là, si vous voulez, c'est le côté un peu Marseille depuis un an, enfin un peu plus. Alors c'était Hérault qui expliquait comment fallait manager un club, très bien, il venait donner des leçons de tout à tout le monde, et effectivement, comme dit Fred Antonetti, ça s'est pas très bien fini. Et là, la deuxième, il vient expliquer comment le football doit fonctionner, alors qu'effectivement, quand vous êtes jeune comme il est, et c'est pas un défaut d'être jeune, ça peut être une grande qualité, une grande qualité, bien sûr. Et de temps en temps, il faut faire preuve d'un peu d'humilité. C'est-à-dire, regardez, vous n'êtes pas d'accord avec tout, il peut ouvrir des thèmes de discussion, et ça, je serais le premier à trouver ça normal. Mais en revanche, quand vous venez comme ça, et d'une certaine manière, vous dire, attendez, le foot français, ça fonctionne pas, parce qu'il faut faire ci, ça et ça. Comme Fred Antonetti, j'attends de voir dans un an. D'autant plus qu'il veut travailler sur le long terme. Quand il prend un entraîneur, Sampaoli, qui par définition, n'est pas un entraîneur qui travaille très tellement sur le long terme dans les clubs où il va, il y a un petit peu un discours qui est en contrariété avec ce qu'il a fait depuis son arrivée. Donc j'attends de voir ce qui va se passer avec lui à la tête de l'OM, mais je pense que ça paraît logique. Quand vous êtes entraîneur, vous êtes attaqué, vous vous défendez, mais ça peut être plus logique. Mais Greg, est-ce que ce serait bien que les entraîneurs répondent sur le fond, plutôt que de répondre sur l'âge, l'ancienneté? C'est toujours ça qui... Vous savez, moi je suis part d'un truc. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé à Deschamps, lui a posé la question, quelle est votre philosophie du football? À chaque fois qu'on lui pose la question, Deschamps, il lève les yeux au ciel. Il dit, non mais vous sortez d'où? Philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est la gagne. Après, c'est... Voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que, à mon avis, ce que dit Longoria, c'est que les entraîneurs français ne développent pas une idée collective, ou en tout cas une idée collective qui est supérieure à l'aura des joueurs. Et moi, ce que je constate, que ce soit chez Garcia, que ce soit chez Zidane, que ce soit chez Deschamps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'idées collectives préconçues, mais qui regardent l'effectif, qui regardent les joueurs qu'ils ont, et qui maximisent les possibilités de l'équipe
en partant des qualités des joueurs. C'est pas Bielsa qui arrive et qui dit attendez on va jouer comme ça. C'est pas Guardiola qui arrive en disant on va jouer comme ça. C'est-à-dire il y a une espèce de modestie et d'humilité très professionnelle. Moi Antonetti on parle quand même d'un mec qui a 30 ans de carrière. Mais qui a une connaissance du jeu énorme. Attention, je pense que Longoria connaît pas encore ce que connaît Antonetti. Mais ce que je veux dire c'est qu'il part des qualités du joueur. Donc il s'efface lui, ou il efface une éventuelle doxa collective derrière ce qu'il a sous la main. Pas nécessairement. Donc, Là tu parles d'entraîneur précis, mais moi je peux te dire le contraire. Prends l'histoire de Nantes, du jeu nantais par exemple, du jeu nantais de Ribas et toute la montée. C'est peut-être fini, mais il n'empêche qu'il y avait une idée collective. Non, parce que mais là, Longoria, il parle ici et maintenant. Il remonte pas. Il dit voilà, aujourd'hui ça se passe comme ça. Et effectivement, je vois par exemple l'idée que promeut Tuchel. J'ai fini par comprendre. Je vois à peu près l'idée que promeut Pochettino. Lui, c'est une idée beaucoup plus. Les entraîneurs français, c'est plus mauvais et c'est pour ça qu'ils gagnent. Donc tu vois, voilà. Ça m'intéresse. Tu vois ce que faisait Tuchel au PSG. Alors je dis pas ce qu'il fait à Chelsea. On parle du PSG. Ouais. Tu vois ce qu'a fait Tuchel au PSG. Non, je vois ce qu'il a essayé de faire. Et tu vois pas par exemple ce que Rudy Garcia essaye de faire à Lyon. Si, je vois. Soit c'est parce que tu regardes pas les deux entraîneurs de la même manière, l'un est étranger, l'autre est français, donc il y aura un a priori favorable. Mais je pense que tu redis, regardez, ça c'est mon cadre, il faut rentrer dedans. Je pense que Garcia fonctionne pas comme ça. Garcia, regarde. Est-ce que tu penses qu'ils sont rentrés dans le cadre? Mbappé, Neymar, etc. Attends, mais là tu me parles de. C'est toi, tu me dis c'est ici et maintenant, donc ici et maintenant. Ça c'est pas très, je te dis, il arrive et il dit voilà mon cadre. Et si c'est fait dégager, c'est qu'ils sont pas rentrés dans le cadre. Voilà. Donc on est d'accord. Donc il a pas fait ce qu'il voulait faire. Mais bien sûr qu'il a pas fait ce qu'il voulait faire. Mais il est arrivé avec cette idée. Nagelsmann, vous pouvez lire des interviews et tout. Il a des. Après, si les joueurs refusent ce cadre, il a perdu. Greg, discussion passionnante avec Hervé, mais j'aimerais qu'on puisse entendre aussi Bob Tari, qui a pas si longtemps que ça bossé dans un club à l'AS Monaco avec des entraîneurs différents, avec deux notamment Thierry Henry, entraîneur français, donc qui est plus un ancien grand joueur français qu'un entraîneur. Alors on se parle, mais quand même. Et Leonardo Jardim, entraîneur portugais. Est-ce que vous avez constaté des différences? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur ce sujet-là que vous connaissez bien? La différence entre les deux coachs que j'ai connus, c'est bien entendu l'expérience et aussi fondamentalement la méthodologie de travail. Ah, voilà. Il y avait un entraîneur qui était neuf dans le milieu, qui récupérait un effectif et un club et qui avait des idées, mais les mettre en pratique avec l'effectif et aussi la structure du club, c'est compliqué. Alors qu'un entraîneur qui a l'expérience, il se base sur ses acquis, sur ses connaissances, et en fait, il fait entre guillemets un espèce de copier-coller parce qu'il a des ancrages. Moi, en fait, ce que je reproche juste à la sortie du président de l'Olympique de Marseille, c'est bien entendu le timing. Il vient d'arriver, il est président, il est jeune. Tu viens, tu regardes, t'es président. Mais qui est ça? Je comprends pas quel est le problème en fait. Mais c'est la manière dont il sort. C'est le manque un peu d'humilité et de prise de recul en tant que président. Et en plus, qu'est-ce qu'il connaît? Non, mais qu'est-ce qu'il connaît? Non, mais qu'est-ce qu'il connaît de la de la DTN française? Franchement, parce que moi c'est un sujet qui m'a passionné, toujours passionné les entraîneurs. Donc, qu'est-ce qu'il connaît du travail de la DTN française? Qu'est-ce qu'il connaît du travail? Ce qui te dit, lui, il nie pas le travail de la DTN française, il te dit, d'une certaine manière, quand il dit que les jeunes joueurs, ils sont pas formés. Il te dit, je ne vois pas. Non, il dit pas ça. Il parle pas de la formation, il parle du style. Il parle du style des équipes. Moi, très longtemps, il a parlé de la formation. Mais l'individualisme des joueurs est indiscutable. Et ça, quelque part, si tu veux, il y a quand même quelque chose. Et à chaque fois qu'on est à l'étranger et qu'on discute de l'adaptation des joueurs français, le discours récurrent, c'est que le joueur français, lorsqu'il arrive en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, il se fond dans la culture du club, il se fond dans le collectif, il adhère quelque part à une forme de discipline. Donc c'est que la formation fonctionne. Et que souvent, les entraîneurs étrangers, lorsqu'ils viennent en France, font le constat d'un comportement individualiste, d'un manque, entre guillemets, de professionnalisme des joueurs. C'est souvent, alors peut-être que ce sont des clichés véhiculés par les joueurs français lorsqu'ils sont à l'étranger, des entraîneurs français lorsqu'ils sont en France, mais une chose est sûre, c'est que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille tous dans le foot, on entend toujours le même discours. Djibril, vous avez été formé à Auxerre, école Giroud, entraîneur français par excellence dans ce schéma de pensée. Vous avez joué en Angleterre, vous avez joué en Italie, vous avez joué un peu partout. Qu'est-ce que vous avez constaté comme différence entre ce que vous avez connu en France, à Auxerre, à Marseille, et à l'étranger? Est-ce qu'il y a plus d'exigences? Est-ce que les entraînements sont meilleurs, plus intenses? Après, il faut se dire que c'est pas le même football, c'est pas le même championnat. On peut pas avoir les mêmes attentes en France qu'en Angleterre. Le jeu est plus physique en Angleterre. On peut peut-être travailler plus tactiquement en France, parce que nous, après moi c'est spécial, j'étais à Auxerre, donc 4-3-3, on avait nos idées, il y avait pas, c'était pas une fois on jouait 4-4-2, une fois 4-3, donc on avait des idées du 1er juillet à la fin de saison, on savait qu'on allait travailler. Pour le coup, il y avait un modèle de jeu établi. Qu'on allait travailler les mêmes choses. Puis un entraîneur qui était pérenne. Après en Angleterre, moi je suis arrivé avec Gérard Houllier, donc je savais très bien que
j'avais mon idée dans la tête et j'ai eu Rafael Benitez à la fin parce que Gérard s'est fait virer. Mais moi j'arrive pas trop à comprendre pourquoi on dit ce qu'on a reproché aux joueurs français en fait. Non, les joueurs les joueurs français ils nous disent souvent quand ils partent à l'étranger on travaille plus. Je pense pas. C'est pas on travaille plus, c'est on travaille différemment. Dans la quantité de travail, c'est pas plus. Morgan Sanson, il arrive à Aston Villa, il dit je travaille plus qu'à Marseille. Maxime Lopez, il va à Sassuolo, il dit je travaille plus. Je comprends pas. Ils disent tout ça. C'est l'héritage. Zibril, je suis pas d'accord. C'est les méthodes de travail qui sont différentes. C'est tout. Point à la ligne. C'est pas plus. On fait pas 10 heures d'entraînement en Angleterre et 1 heure en France. Mais t'as la sensation dans le discours des joueurs qu'il y a dans l'implication, dans le discours des joueurs. Quand Nasri arrive en Angleterre, quand les joueurs que tu viens de citer dans Sanson, l'Angleterre c'est quand même un mauvais exemple. C'est pas les mêmes méthodes. Et rappelle-toi, c'était les entraîneurs à l'époque, quand il y avait les entraîneurs anglais, c'était les entraîneurs qui étaient capables de donner 4 jours aux joueurs. Il y avait un match le samedi. Quoi ? Avec Guardiola et compagnie, ils s'amusent pas. Non, mais pas Guardiola. Mais Guardiola, c'est pas un entraîneur anglais. Mais on parlait tout à l'heure des changements des entraîneurs français qui tournent souvent sur les mêmes bancs. Je suis d'accord avec toi. Mais en Angleterre, ça se passe comment ? Quand West Bromwich Albion, ils ont un problème, ils disent tiens, on va prendre un vieux de la vieille et on va le mettre sur le banc. Mais en Angleterre, tu reprends le top 8 des clubs anglais depuis une quinzaine d'années, 80-90% des coachs ne sont pas des Anglais. Oui, voilà. C'est le bas de gamme. Messieurs, on va écouter Rudy Garcia qui était en conférence de presse aujourd'hui, qui s'exprime sur la formation des joueurs français. Un Pogba qui a été formé au Havre, un Tolisso qui a été formé à Lyon, un Lucadine qui a été formé à Lille. Voilà, sont des joueurs à N'Golo Kanté, sont des joueurs qui sont très collectifs, qui savent jouer dans plein de systèmes de jeu différents et puis qui font le bonheur de leurs équipes à l'étranger, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus pour rien que les meilleurs jeunes au monde sont en France. Grégory Schneider avait très envie de réagir à cette réaction. C'est-à-dire que je vois ce qu'il veut dire. Ça peut être contestable, mais je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le foot français forme des joueurs très très forts individuellement, avant même de les raccrocher au... Non, dans sa phrase, c'est pas ce qu'il dit. Attends, parce que moi j'y étais, et dans la longueur de la phrase, c'est qu'il dit qu'au contraire, ils sont capables de s'insérer dans n'importe quel schéma de jeu à l'extérieur. Et que s'ils ne pouvaient pas le faire, c'est ce que j'essaie de dire. Donc je ne vais pas non plus... Je vais essayer de développer. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont forts individuellement et qui du coup peuvent s'insérer à droite à gauche. Mais on a peut-être un manque sur la formation de joueurs collectifs. Ceux-là, par exemple, les joueurs espagnols, on en a parlé pendant des années, parce que on a des N'Golo Kanté, par exemple, qui est un formidable joueur collectif, il est passé à travers tous les radars avant de ressurgir à Boulogne-sur-Mer et à c'est-à-dire, oui, mais ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on forme d'abord en France, et d'ailleurs, on a un exemple magnifique ici, on forme des joueurs qui sont des bêtes individuelles. Ils sont puissants, ils sont collectifs, des joueurs de duel. On forme ça. Et des joueurs qui ont une fibre plus collective passent souvent, je trouve, au travers des radars. Griezmann, qui a dû aller chercher une espèce d'asile footballistique là, parce qu'individuellement, il passait pas. Voilà, c'est-à-dire il y a peut-être... Alors, attendez, c'est pas mal non plus de former des joueurs pareils, c'est bien, mais tu as peut-être un manque quelque part. Mais moi, ce qui me gêne, je te dis, c'est que la formation, il y a eu une évolution énorme. Tu as eu la DTN, par exemple, dirigée par Gérard Houllier, n'a rien à voir avec celle dirigée par Aimé Jacquet, par exemple. Gérard Houllier, il avait une vraie idée du jeu. Après, quand on a vu qu'il y a eu des problèmes, qu'on était en difficulté, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens de la DTN, ils sont pas des neuneux comme ça, qui connaissent rien au foot. Ils sont allés voir en Espagne ce qui se faisait, par exemple. Parce que comme on s'est rendu compte qu'à un moment, c'était le modèle espagnol qui marchait, et on a essayé d'importer plein de choses. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est qu'il faut pas croire que c'est monolithique, si tu veux, le football français. Ouais, mais tu rates Griezmann. C'est pas rien. Nos jeunes joueurs, ils partent pourquoi à l'étranger? La raison numéro 1. Pour jouer. C'est l'argent. Pour jouer. C'est l'argent. Si on avait l'argent, est-ce qu'il resterait en France? Pas Griezmann. Mais Griezmann, c'est différent. Mais tu vas pas prendre un exemple sur l'argent et le niveau de jeu, puisque l'argent justifie... Le critère numéro 1. Le critère numéro 1, sur 99% des profils qui sont détectés et qui ont des talents, il y en a très peu qui partent effectivement pour le projet sportif en tant que tel, c'est-à-dire l'institution, jouer dans un grand championnat, un club. Mais 99% des jeunes talents
On en a plein. Je suis d'accord, mais il y a plein de jeunes talents qui ne vont pas aller en Arabie Saoudite, qui ne vont pas aller en Turquie, qui ne vont pas aller au Qatar, parce que à argent égal, il n'y a aucun projet sportif. C'est-à-dire que quand tu passes de la Ligue 1 au grand championnat, comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, tu es sûr que tu vas certainement gagner plus d'argent, mais tu es aussi sûr que tu vas disputer un championnat d'une autre teneur et que ta valeur marchande, effectivement, va prendre de la valeur, mais ta valeur de footballeur et ton niveau international et ta capacité de remporter des titres et peut-être de prendre ta place en équipe de France, quand tu joues à Manchester City, tu as plus de chances d'y arriver que si tu restes à Auxerre. Mot de la fin avec Djibril Cissé, ensuite c'est déjà la pub. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais c'est quoi la formation collective? C'est ça qu'il dit? Il n'y a pas de modèle de jeu établi. Les entraîneurs français ne vendent pas d'idées collectives. Non, L'idée collective, ouais, c'est ça en fait. Idée collective. Mais moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que chaque club joue différemment. Donc comment on peut dire... c'est comme nous à Auxerre à l'époque. Nous, c'était 4-3-3. Mais il y a plein de joueurs qui sont partis d'Auxerre qui étaient perdus, vu qu'on jouait dans un système. Et 4-3-3, il n'y avait que nous. Diomède, par exemple, il est parti à Liverpool. Fin de l'histoire. Parce qu'il était côté gauche, tu manges la ligne et tu vas déborder. Mais il n'y avait que Auxerre qui jouait comme ça. Donc on ne peut pas apprendre à des joueurs à jouer que d'une manière. Et j'arrive pas à comprendre vraiment ce que... On a bien compris. J'arrive pas à comprendre. Pour autant, dernière prise de parole non décisive de Djibril, puisque Eric Bilderman a gagné ce duel. C'est plus serré que j'aurais pu l'imaginer. On a encore un débat là-dessus en deuxième partie, initié par Rudy Garcia sur les questions de lobbying, notamment. Donc débat passionnant qu'on va prolonger. Le coup d'envoi de Lille-Montpellier approche. On va se projeter tout doucement. Le JT Express également. À tout de suite sur la chaîne L'équipe. Vira Grand Coach, émission dédiée aux entraîneurs. C'est l'actualité qui veut ça. Vous l'avez découvert ce matin dans le journal de L'Équipe. Ça faisait d'ailleurs la une, cet entretien de Patrick Vieira qui sort de son silence, puisque c'est vrai qu'il ne s'était pas exprimé depuis son limogeage le 3 décembre dernier de l'OGC Nice. Une interview dans laquelle il dit un certain nombre de choses intéressantes. Patrick Vieira: mon ambition est de faire une très belle carrière en tant qu'entraîneur. Je suis déterminé, ce n'est que le début, nous dit Patrick Vieira. Comme joueur, je suis toujours allé chercher les choses. Ce sera pareil pour ce métier. J'ai envie d'aller au très haut niveau. Interrogé donc par Hugo Delon. Mon objectif est d'aller très haut. Est-ce une ambition décalée ou justifiée? Eric Bilderman nous a répondu: c'est une ambition décalée. Il a d'ailleurs 1 minute pour convaincre le reste du plateau qu'il a de bons arguments. Allez-y Eric, vous êtes au centre de l'attention. Oui, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le CV de Patrick Vieira, on peut effectivement trouver cette déclaration décalée. Bien entendu qu'on ne peut jamais reprocher à quelqu'un d'être ambitieux, mais il faut prouver. Aujourd'hui, Patrick Vieira est un jeune entraîneur qui est passé par les moins de 21 ans de Manchester City, puis une petite expérience aux États-Unis. Ça s'est bien passé au début à Nice, mais quand le projet a pris de l'envergure, de l'ambition, des joueurs de plus haut niveau sont arrivés, et bien malheureusement pour lui, quand ils étaient 11e, il a été viré. Alors Arsène Wenger l'a appelé pour lui dire: t'es devenu un vrai entraîneur parce que t'as été viré. Donc oui, c'est un vrai entraîneur, mais c'est pas encore un grand entraîneur. Et déclarer je veux aller très haut, j'ai une grande ambition. Est-ce que Didier Deschamps et Zinedine Zidane ont eu besoin de faire ces déclarations? Ils ont prouvé par l'exemple, ils ont laissé le temps au temps. Je pense qu'aujourd'hui, Patrick Vieira est dans une situation où quand il a une offre, il dit dans le début de l'interview: je ne veux pas repartir de suite. Et à la fin de l'interview, quand on lui repose la question, il dit: j'ai envie de repartir rapidement. Déjà, lui-même n'est pas cohérent dans son regard. Voilà, il aurait presque même pu faire bien plus qu'1 minute, Eric Bilderman. Est-ce qu'il a convaincu le reste du plateau? Allez-y, Greg. Franchement, non. Non, mais tu peux pas lui nier la possibilité de. Ni c'était pas un truc simple. C'est-à-dire qu'il y avait des attentes qui étaient peut-être d'une certaine manière pas tout à fait raccord avec le matériel qu'on lui a mis sous la main, qui était quand même à base de jeunes joueurs. Alors c'est passé pour Gouiri, c'est pas passé pour Bambou. On sait très bien qu'il y a de la casse, on sait très bien que ça peut. Donc je pense qu'effectivement il s'est retrouvé. Après ils ont été 5e et 7e pour Nice. C'est pas mal. C'est quand même à peu près un spot où on pouvait l'attendre. Moi, je peux pas le condamner, en fait. C'est presque une sorte de politesse envers lui qui m'empêche de dire... il n'est pas question de le condamner. S'il s'appelle pas Vieira, s'il s'appelle Thierry Loret, s'il s'appelle Guillon, s'il s'appelle Landreau, s'il s'appelle Tolo, s'il s'appelle Pélissier, il a ce discours-là, on rit ou on sourit. Et Vieira, il a la carte.
C'est comme Laurent Blanc. Il y a des noms comme ça qui ont la carte. Cette carte, il allait. Il a la carte. Ouais, mais cette carte, il allait. Laurent Blanc. Non, mais il allait. Laurent Blanc, depuis qu'il a quitté le PSG, il n'a pas arrêté de dire qu'il voulait aller dans un grand club. Il est au Qatar. Non, mais cette carte, il est comme aller la chercher. Enfin, c'est pas n'importe quel joueur. On parle d'un mec qui aurait pu être Ballon d'Or. On parle d'un phénomène. Il a forcément quelque chose à transmettre qui est en rapport avec ça. Bien sûr qu'il a des choses à transmettre. Mais de là à en faire une icône intouchable comme vous êtes autour du plateau en train de le décréter, moi je considère qu'il a besoin, comme Thierry Henry, de faire ses armes, de prouver. Didier Deschamps, Zinedine Zidane, on n'a pas eu besoin d'entendre leur discours 3 minutes pour les laisser, réussir et devenir parmi les plus grands entraîneurs du monde. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, j'ai pas envie de vous mettre un carton de la première partie de l'émission, mais c'est 1 minute pour convaincre, personne n'a pu s'exprimer autre que vous. Ils sont 4 contre moi. Oui, d'accord, mais ils ont juste dit oui ou non. Donc, Djibril, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Eric? Comme le disait mon collègue. Greg Schneider. Oui. Est-ce que chez nous, il n'y a pas de copinage, c'est direct. Mon collègue. Non, il n'a pas eu la tâche facile du tout. Il a eu une équipe qui était très jeune, qui était en période de construction. Et pour moi, ce qu'il a fait à Nice, c'est déjà pas mal. Après, le condamner de dire parce que qu'il veut aller plus haut et qu'il a des ambitions, je trouve ça dur. Je trouve qu'il faut lui laisser la chance. Il faut lui laisser la chance de diriger une équipe avec qui est à la hauteur de ce qu'il a été lui et de ses objectifs. Et après, on pourra dire oui, il a une bonne équipe, il n'a pas réussi. Oui, mais avec les peu d'équipes qu'il a eues, de le condamner, c'est pas le condamner, on parle de décalage, on parle pas de condamner. Bob, qu'est-ce que vous avez aimé dans le parcours de Patrick Vieira à Nice qui vous fait répondre justement que c'est une ambition justifiée? Bon, déjà, il faut qu'on scinde ce qu'il a été comme joueur et ce qu'il est comme entraîneur. Mais il peut aussi se reposer des connaissances qu'il a apprises quand il était joueur. C'est quand même un joueur qui a réussi en Italie, qui a réussi en Angleterre, qui a fait l'unanimité avec lui, qui en équipe de France a fait des résultats. Donc en fait, il a une espèce d'assise et d'expérience qui aujourd'hui lui permet de se projeter. Mais ce qui a été intéressant avec lui, c'est qu'il a fait ses bases. Et qu'il a eu les moins de 21 ans à Manchester, après il est parti à New York, et effectivement, il a eu ce projet de Nice. Je pense que ce projet de Nice, il est ambitieux, mais la part de responsabilité qu'il a, ainsi que les gens qu'on recruté à Nice, c'est qu'ils ont pris des jeunes joueurs qui avaient beaucoup de talent. Mais c'est des individualités qui ont besoin de temps pour créer un collectif. Mais il y a une dominante importante, c'est la dominante psychologique. Quand on a l'habitude de jouer le haut de tableau, le milieu de tableau, la saison, elle est facile, entre guillemets, à jouer. Mais quand le ballon, il commence à brûler, quand on est 14e, 15e, 16e, 17e, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir du caractère, il faut être en capacité. Et ça, il y a aussi des entraîneurs qui ont du mal à mettre un discours en face de ces difficultés-là. Et lui, il a connu le très très haut niveau en tant que joueur. Et il va lui falloir un peu de temps en tant qu'entraîneur, mais je suis persuadé qu'il va réussir. C'était la fin de la 2e minute pour convaincre de cette émission signée Bob Tari. En attendant, est-ce que Eric Biederman a convaincu? Non. Tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'il a empêché le président de nous parler. J'ai même pas pu m'exprimer, alors j'aurais voulu dire 53-47, quand tu t'attaques à une icône, c'est vraiment que tu as gagné. Ah bah si, c'est une défaite encourageante. Bravo. Il est content de lui, en tout cas, c'est l'essentiel. Et s'il avait dit mon objectif est d'aller très bas, t'aurais dit quoi alors? Hervé, vous savez quoi Hervé, vous allez pouvoir vous exprimer. Souvent, là où vous êtes le meilleur, c'est pendant la pub. Vous allez pouvoir être hyper convaincant pendant la pub. On revient nous dans un instant. Virginie Saint-Silly, pour être plus sérieux, on va débuter ce JT Express à présent avec... Avant de débuter, je tiens à dire à Hervé Penaud que moi, j'ai communiqué avec les régies pour dire que c'était un scandale, ce sondage. Ah, t'es un amour. Voilà, moi je le trouve absolument scandaleux. J'en prends la totale responsabilité. On va passer maintenant au football. Peut-être juste monter à l'antenne Eric Biederman. Qu'est-ce que vous faites? Je vote pour la destitution. C'est un jour. Quelle honte. Parce qu'il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a toujours pas de téléphone portable dans les émissions, en fait. Tu t'organises un sondage, on a quand même le droit. Je suis un Français comme les autres, j'ai le droit de voter. C'est pas un mauvais Français. Franchement. Lille reçoit Montpellier ce soir dans la course au titre. Les compos avec vous, s'il vous plaît, Virginie. On va tout de suite retrouver David Ayello pour cela, du côté de Pierre Mauroy. Bonsoir David, on vous écoute pour le 11 de départ de Christophe Galtier avec apparemment une grosse surprise.
Oui, bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Effectivement, on attendait Renato Sanchez dans l'axe. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé Christophe Galtier hier en conférence de presse en expliquant qu'il ne jouerait pas. C'était une certitude couloir droit. C'est même plus que ça, il ne joue pas du tout puisque là on vient de l'apprendre de sources officielles de la part du LOSC. Il souffre d'une gêne musculaire à la cuisse. Il est donc remplacé par Soumaré dans l'axe. Ce qui nous donne le 4-4-2 habituel de Christophe Galtier avec Milan dans les buts. Renildo, Selic sur les côtés, Botman, Fonte, capitaine dans l'axe. C'est du classique. Soumaré donc avec André. Bamba et Wea sur les côtés et Yilmaz Ikoné, vous voyez, c'est du très très grand classique du côté de Lille. Juste un mot de la compo montpelliéraine pour vous dire que là aussi c'est du classique, mis à part par rapport au dernier match face à Marseille, les titularisations de Pedro Mendes à la place d'Hilton qui prend place sur le banc et de Ristic, et c'est donc Delors qui prendra le brassard de capitaine. Belle composition d'équipe de Montpellier. On va réagir, messieurs. Je sais que vous avez écouté David avec attention sur ce forfait de Renato Sanchez. Ça peut changer beaucoup de choses, Eric. Absolument. Mais en même temps, ça va. Non, mais en plus, vous m'écoutez pas. Non, mais franchement, il y a un moment donné, le respect des téléspectateurs. Bah non, mais il y a un moment donné, voilà, vous êtes payé à prix d'or pour délivrer de l'expertise. L'objectif est d'aller très haut, tu m'as fait perdre. C'est 50-50 le résultat. Ouais, bon, bah ça, on n'y est pour rien. Sur Sanchez, rigueur. Ouais, je trouve qu'il met dans tous les matchs qu'il joue un niveau d'intensité qui tire un petit peu l'équipe. C'est-à-dire que je trouve que c'est souvent, quand on le voit jouer, une espèce de garantie. C'est-à-dire qu'on ne va pas descendre au-dessous d'un certain niveau de maillotche et de mais il montre un petit peu ces derniers temps. Il a un peu plus de mal. Ouais, mais pas vendredi dernier, puisqu'on était. C'est-à-dire que c'est quand même un très gros joueur à leur échelle. Lui et Yilmaz, très franchement, ils sont mieux avec que sans. Mais c'est intéressant le choix de Montpellier de se priver d'Hilton, ce qui visiblement un peu plus de difficultés, et de mettre Pedro Mendes. Je vais voir un peu ce que ça va donner, parce qu'ils ont des difficultés défensives. Je vous le dis, il y en a un qui n'est pas prêt de sortir de prison, c'est Eric Wildermann. Avant le déplacement de Lyon à Nantes, d'ailleurs dans son ancienne équipe, Léo Dubois s'est confié sur les ambitions collectives de son équipe. Il ne reste que 6 journées. On doit se concentrer sur nos objectifs à nous, nos victoires à nous. Si on gagne tous nos matchs, on n'aura strictement rien à se reprocher. On s'est remis dans une bonne dynamique contre Angers, à nous de la continuer. Les seuls plans qu'on peut faire, c'est d'essayer de prendre le maximum de points et de revenir dans les 3 premiers. Les 6 matchs qui restent, ça va être 6 matchs hyper compliqués, mais pour les 4 équipes devant. On peut jouer quelque chose de tellement beau cette saison. Il faut qu'on mette ce dernier coup de collier qui nous emmène au bout. Après, on verra ce qui se passe, mais en tout cas, qu'on n'ait pas de regrets, tout simplement. Bon, mais c'était pas prévu comme ça, je n'y suis absolument pour rien. Pendant ce temps-là, Lucas Paqueta fait la boulette du jour en dévoilant par erreur le nouveau maillot du club. Virginie, pour pas qu'on n'en voit pas quelque chose d'autre. L'OL n'avait pas encore communiqué sur sa prochaine tunique domicile quand le milieu de terrain brésilien a posté ses photos sur sa story Instagram. Alors il les a vite supprimées, mais trop tard évidemment pour éviter toutes les captures d'écran. Avec Internet, ça va très vite. Voici donc le maillot que porteront les Gones du côté du Groupama Stadium la saison prochaine. Super maillot d'ailleurs. Ah, très bien, ça vous donne l'occasion de dire du bien de l'OL et peut-être de remonter. Ah non, mais c'est un maillot à l'ancienne, c'est un maillot à l'ancienne, c'est un beau maillot. Très bien, hashtag analyse. Comment il a les photos, lui? Non, parce qu'en fait, il s'est passé. Non, il faisait ce matin, il faisait. C'est une erreur du club, alors. Il n'a pas à être en possession des maillots, des photos. Non, mais c'est lui qui faisait les photos pour la pub l'un des joueurs. Et lui, au lieu de garder ça pour lui, peut-être qu'il l'a mis sur ses réseaux sociaux. Il a fait une petite erreur. C'est quelqu'un qui l'a pris avec son portable à lui. Avec son portable. Peut-être, pour une histoire, mais en tout cas, il n'avait pas divulgué cette photo visiblement. Bon, c'est pas, ils se remettront, je pense, les Lyonnais. Avant d'affronter Monaco, dimanche, Jean-Louis Gasset qui assure que les tensions se sont calmées chez les Bordelais, Virginie. Depuis la victoire face à Angers fin janvier, il compte 9 défaites en 11 matchs de championnat. Les voilà 15e du classement, avec seulement 6 points d'avance sur le barragiste Nantes. La semaine passée, l'entraînement a même été interrompu par l'irruption des ultramarines. On écoute Jean-Louis Gasset. C'est le pays des bisounours. On dira que tout le monde a parlé à cœur ouvert. Mieux vaut tard que jamais dans la vie. D'accord ? Si c'est ça et qu'on finit les 6 matchs, qu'on prend les points, ce sera très positif. On a fait un pacte jusqu'à la fin du championnat. Voilà, en ayant cette fierté de dire on va laisser les Girondins de Bordeaux là où ils doivent être. La LFP qui a réfléchi à alléger le protocole anti-Covid avant le sprint final. Depuis le début de saison, les clubs ont fourni une liste de 30 joueurs appelés à jouer en Ligue 1. Au-delà de 10 cas positifs sur cette liste, un match doit être reporté. Si l'option voulue par certains de passer ce quota à 16 joueurs ne devrait pas être retenue par la Ligue, l'idée de l'augmenter à 12 ou 13 semble une hypothèse crédible. De la même manière, les tests PCR effectués 72 heures avant chaque match pourraient désormais se dérouler 48 heures avant. Des réformes qui pourraient être adoptées par l'instance lors de son conseil d'administration prévu mercredi prochain.
Et une info Ligue des Champions pour terminer cette page foot du JT. Info l'équipe, info Étienne Moati. Le projet de réforme de la C1 va être adopté lundi. Une nouvelle formule qui s'appliquera après 2024 avec 36 équipes, un mini-championnat au départ. Et elle va surtout permettre cette formule à la France d'avoir 3 représentants directement qualifiés. Super truc ça pour le foot français, Grégory Schneider. On passe de 2 automatiques à 3. Non, parce que tu élargis l'assiette. Donc à un moment donné... 36 au lieu de 32. Bah voilà, à un moment donné, en quart de finale, tu auras 8 équipes. Hein. Donc tu peux toujours penser que c'est-à-dire tu peux toujours élargir l'assiette en élargissant le nombre de clubs. À un moment donné, ça va se resserrer. Donc c'est plutôt pour ratisser large. Ça peut faire plus de mal, je trouve, cette formule aux championnats nationaux, en fait. On en a parlé. Voilà. Et puis ça va être incompréhensible. Il n'y a même plus de match aller-retour. Enfin bon. À un moment donné, si. Mais effectivement, oui. Ce sera à partir des 8e de finale. La formule est un peu plus longue. Thibaut Pinot qui fait le point sur son état de forme avant le Tour des Alpes à suivre la semaine prochaine sur la chaîne L'Équipe. Ce sera la course de rentrée du Français qui soigne toujours ses problèmes de dos. Un test qui lui permettra de décider s'il participera ou non au Giro qui débute le 8 mai prochain. Je n'irai que si je suis à 100% parce que c'est l'épreuve la plus difficile. Je ne veux pas revivre le dernier Tour de France et la Vuelta. Le Tour de France est exclu parce qu'on n'en a jamais parlé, que l'équipe est faite et qu'il n'y a aucune raison que je m'impose. J'y reviendrai un jour avec plaisir, pourquoi pas dès l'an prochain. En attendant, je ne me pose pas cette question et j'espère ne pas avoir à me la poser. Et on lui souhaite un bon rétablissement. On remercie Virginie Saint-Silly pour le JT Express et on va prendre la direction à présent de l'Espagne et de Séville où on va rejoindre Karine Galli, la chanceuse qui est en Espagne pour cette finale de Coupe du Roi. Demain à 21h30 entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Karine a un peu plus de 24 heures de cette affiche. Quelles sont les dernières infos que vous pouvez nous communiquer? Il a l'air de faire beau en tout cas déjà à Séville, on est content pour vous. Oui, bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Effectivement, il fait beau, mais il y a un match à gagner, il y a surtout un trophée à gagner et c'est vraiment très important du côté du FC Barcelone. Pourquoi ? Parce que l'an dernier, ils ont déjà eu une saison blanche et forcément 2 saisons blanches de suite du côté du FC Barcelone, c'est inenvisageable. Alors, il y a toujours le championnat, évidemment, où ils bataillent avec l'Atlético et avec le Real, mais ils veulent à tout prix gagner ce soir. Et pourquoi aussi ? Parce que il y a un énorme parfum de revanche. Souvenez-vous, c'était le 17 janvier dernier, vous prenez le même stade, vous prenez les 2 mêmes équipes et le résultat, ça avait été une victoire 3-2 en prolongation de l'Athletic Bilbao. C'était pas du tout passé. En plus, il y avait eu également l'expulsion de Léo Messi. C'est la première et la seule fois qu'il a été expulsé avec le maillot Blaugrana. Donc, c'est un match très important. Ronald Koeman veut absolument ce trophée. Ter Stegen aussi, il l'a dit, Ter Stegen, il a dit, j'ai encore en travers de la gorge ce match, je l'ai pas oublié. Et puis, on sent que c'est très important parce que Ronald Koeman a pris 26 joueurs. Il a même pris des blessés de longue durée, Neto et Ansu Fati, surtout lui, qui est en grande souffrance depuis le mois de novembre et son problème au ménisque. Donc voilà, tout le monde est solidaire, tout le monde est présent ici à Séville et demain soir, le Barça veut absolument renverser l'Athletic Bilbao et gagner cette Coupe du Roi. Merci beaucoup Karine. Match important demain, Hervé, finale de Coupe nationale et le Barça qui est, comme le disait Karine, sous pression. Sous pour pression. La fin de saison. Ouais, sous pression. Mais ça peut être aussi l'occasion pour eux de se relancer, oui, d'avoir un trophée et puis après de réussir le sprint pour devenir champion d'Espagne. Ouais. C'est aussi un moyen d'avoir du positif sur cette saison qui a été quand même très très compliquée et personne n'aurait imaginé que ce Barça-là soit capable de faire un doublé en fin de saison. Absolument, et on remercie Karine Galli accompagnée de Thomas Gonçalves qu'on retrouvera en deuxième partie de l'émission. Évidemment, on va monter en puissance autour de cette affiche qu'on est ravis de vous présenter sur la chaîne L'Équipe. Demain, coup d'envoi 21h30, on est en direct à partir de 21h15 pour la finale entre Bilbao et le FC Barcelone, remake, Karine vous le disait, de la Supercoupe d'Espagne. Lille, Montpellier, il reste une vingtaine de minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre. Les Lillois leaders, vous le savez maintenant, qui affrontent Montpellier, 8e et qui a une 8e de ce championnat, qui ont une grosse attaque, notamment 5e attaque de notre championnat. Christophe Galtier, qui en conférence de presse justement se méfie de cette équipe. Les Lillois ont été en difficulté contre Metz, mais vainqueurs. Pour lui, il faudrait quand même être un cran plus haut. On écoute Christophe Galtier. Évidemment que ce sera un match difficile, mais tous les matchs vont être difficiles pour les uns et pour les autres. On devra surtout, nous, être meilleurs que ce que nous avons, être meilleurs que face à Metz. Je suis revenu sur le match, bien évidemment. Il y a eu le match en 2 parties. Il y a eu, avant d'ouvrir le score, où on a été pauvre. Vraiment pauvre. Très pauvre, le Christophe Galtier le reconnaît lui-même. Lille doit-il vraiment craindre Montpellier ? Oui. Ah oui.
Si tu crains pas Montpellier, je me demande qui tu crains en Ligue 1. Il reste plus que. Ils sont 8e, ils sont pas sur le podium. Oui, mais c'est une équipe, alors pour les suivre de près, c'est une équipe étrange. En fait, ils ont fait le choix cette année d'Erzakarian qui passe pour un entraîneur défensif. Mais regardez la stat, Greg. Mais qui n'a pas de doxa. Oui, justement. Et parce qu'il a diagnostiqué que ses joueurs forts, ses forces étaient les joueurs offensifs, étaient devant. Donc il a pris une sorte de risque du déséquilibre. Il a notamment abandonné souvent la défense à 5 avec laquelle il tournait depuis quelques saisons. Parce qu'il s'est dit, on va peut-être en prendre plus, mais on va en marquer plus. Et ils n'ont pas toujours été très à l'aise dans cette espèce de transition, de mini-révolution, d'autant que le gardien est décevant. Par rapport à Rully, qu'ils avaient l'année dernière et qui était un énorme goal qui leur a rapporté des points, Aumelin, c'est un coup oui, un coup non. Donc on sent que c'est une équipe qui est un peu sur la bascule. Mais dans un grand soir, ils peuvent vraiment faire un match magnifique, un match enlevé, ils peuvent mettre des wagons de but. C'est vraiment une équipe un peu spéciale, une équipe qui vit. Donc t'es en danger face à eux. Non, mais la difficulté qu'ils ont eu Montpellier depuis cette saison surtout, c'est que défensivement, ça tient pas la route. C'est très compliqué alors que ça a toujours été leur force. En revanche, ils ont un jeu de transition rapide qui est très intéressant. Alors si Derzakarian a réussi à resserrer un peu les boulons auprès de ses joueurs, on sait jamais, parce que s'ils défendent bien, parce que là ils vont jouer bas, ils vont attendre Lille, mais en revanche devant ça va très très vite. Vous savez, ils ont un trio d'attaque incroyable. Juste un truc, quand vous faites jouer au milieu de terrain Savanier, Ferry et Mollet, c'est 3 sacrés joueurs de foot. Et c'est 3 joueurs à tendance offensive ou presque. Et c'est pour ça que Derzakarian lui-même a dit que de temps en temps, il demandait à ses joueurs, attendez, il y a aussi un minimum. Mais il l'assume, ce choix, il l'assume. Les joueurs de couloir sont des joueurs, Stitch est un joueur intéressant offensivement, mais qui défensivement un peu plus en difficulté. Après, c'est toujours trouver le bon équilibre entre une équipe qui jouerait défensivement, un peu plus défensive, comme les années précédentes avec lui, et qui était dans un jeu de transition très très rapide. Et cette année où ils ont décidé de prendre peut-être un peu plus de risques, et ils ne trouvent pas encore les équilibres. Mais je serais Lille, je me méfierais. On va écouter justement Christophe Galtier qui se méfie et qui décrypte les forces de ce club de Montpellier. C'est une équipe qui est bien armée. Je trouve qu'on est l'image qu'on lui donne d'une équipe très regroupée. Je crois que c'est une équipe qui est au contraire joueuse avec beaucoup de qualité sur un plan offensif. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts avec des très bons animateurs que peuvent être Mollet ou Savanier, avec un duo devant Delors, Laborde, Mamidi sur les côtés. Voilà, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. On l'a vu encore sur leur dernier match face à Marseille. C'est généreux, ça s'engage, ça joue. Ça joue. On va prendre la direction de Pierre Mauroy. On va rejoindre David Aiello. Vous avez vu tout à l'heure dans le JT qui va suivre cette rencontre pour la chaîne L'équipe. David, à quel type de match est-ce que vous vous attendez ce soir et est-ce que vous vous imaginez revenir en deuxième partie avec les Lillois qui éventuellement auraient pu perdre des points? Écoutez, ça me paraît difficile quand même d'envisager les Lillois perdre des points, mais c'est vrai que pour répondre un petit peu également à la question, craindre Montpellier, je pense pas. Je pense que Lille a justement au contraire ce statut de leader de Ligue 1 à assumer et peut-être que ça va jouer aussi là-dedans, dans les têtes, dans cette façon d'assumer cette place de leader. Mais par contre, se méfier de Montpellier, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit en plateau, notamment de la part d'Hervé qui rappelait les qualités de transition offensive. On l'a vu d'ailleurs lors du match face à Marseille, avec 2 buts qui sont venus de transversales très longues, avec une qualité également dans la surface de réparation pour finir derrière. Donc le match, à mon avis, va être assez ouvert, parce que Christophe Galtier l'a également rappelé, notamment dans l'extrait qu'on a vu hier en conférence de presse. Il insistait sur le fait que Montpellier n'était pas une équipe si défensive que ça, en tout cas dans son profil. Il faut rappeler également que c'est une équipe qui est très en forme. Ça fait 2 mois et demi, toutes compétitions confondues, que les Montpelliérains ne se sont pas inclinés, dont 10 matchs de Ligue 1. Donc voilà, il y a quand même une dynamique et de la confiance qui ont été engrangés. Donc moi je m'attends plutôt à un match assez ouvert et plaisant. Merci beaucoup David Aiello. On vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission évidemment pour débriefer cette rencontre. En attendant, on va prendre la direction à nouveau de l'autre studio pour que Virginie nous dise que se passe-t-il? C'est un scandale. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer. 72% des votants souhaitent la destitution d'Hervé Penaud pour la deuxième partie de l'émission. C'est n'importe quoi. Mais ne fais pas de soucis, je ne bougerai pas. Et rendez-vous un peu avant 23h justement pour le débrief de cette rencontre entre Lille et Montpellier. Belle soirée sur la chaîne Équipe pour nous. C'est Espagne Georgie sur la chaîne.